Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast AI Voices. Et messieurs, dames, je vous ai réservé une petite surprise parce qu'aujourd'hui, on va parler de 3 sujets qui sont passionnants. Le premier, la relation humain et machine. Le deuxième, le développement personnel à l'ère de l'IA. Et le troisième, je vous réserve une petite surprise sur le profilage. Et j'ai à mes côtés Noémie Foucard qui va nous dévoiler tous ses secrets. Noémie, je te laisse te présenter. Oui, salut Aurélia, enchantée d'être ici. Donc, je suis indépendante en recherche sur les mécanismes cognitifs et comportementaux humains depuis plus de 12 ans. J'adapte aujourd'hui mes recherches dans le monde de l'IA et également je suis profiler dans le monde des affaires. J'analyse les personnalités et les dynamiques humaines pour éviter des erreurs coûteuses aux entreprises. Ok, super. Écoute, déjà tu évoques un point qui est super important, c'est que dans l'intelligence artificielle, il y a cette limite où elle comprend pas forcément le comportement humain, toutes les subtilités. Comment est-ce que toi, tes travaux de recherche, ils permettent de mixer un peu d'intelligence artificielle, mais aussi d'intelligence humaine? Plusieurs sujets dans ce que tu évoques. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'IA ne contextualise pas. Et donc, dans le fait de comprendre l'humain, j'ai créé ce qui s'appelle la map humaine, qui s'inspire de nombreux travaux que j'ai assemblés ensemble pour en faire quelque chose d'encore plus novateur. En gros, on a de l'information dans nos cellules. On est avec de l'information qui est déjà stockée. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique qui a été fait en adaptation à notre environnement. Donc, on a cette information-là dans nos cellules. Elle arrive au cerveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perception qu'on a du monde, et une fois que l'information elle arrive au cerveau, il y a tout un transit informationnel qui s'est fait avant, en fait. Et donc, c'est ce transit informationnel-là, en fait, qui, moi, m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai créé cette map humaine sur la base à un moment donné, il y a eu une expérience vécue, en plus ou en moins. C'est-à-dire, que ce soit toi, tes parents, tes grands-parents. Ils ont stocké cette information-là. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Et donc, à partir de ce moment-là, va se créer notre personnalité, notre façon de penser et notre perception du monde. Donc, ça veut dire que la personnalité, ça peut se créer par rapport à tes parents, par rapport à tes ancêtres. Comment ça se passe? Ouais, il y a ce qui est inné, il y a ce qui est acquis, mais d'un humain, il évolue tout au long de sa vie. Et il y a des personnes qui ont une neuroplasticité extrême. Alors, on ne classe pas dans le DSM-5. Le DSM-5, c'est pour classer, par exemple, les pathologies mentales, tout ce qui va être Asperger. Et pour contextualiser, la neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à se réadapter, à se remodeler à l'infini. Enfin, à l'infini. Pas à l'infini, mais en tout cas, on n'en connaît pas les limites. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pathologie Non, mais pour autant, ils ont un système cognitif hors norme. Et donc, un principe identitaire quasi nul, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accroche à leur propre personnalité. Si ils voient que quelque chose n'est plus requis dans leur environnement, ça switch dans leur cerveau et ils changent complètement. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un caméléon. C'est une capacité d'adaptation développée à l'extrême sans arriver à perdre sa lucidité mentale. Combien de pourcentage de la population? Moins de 0,1%. Comment est-ce que concrètement tu peux permettre à l'IA de comprendre le comportement humain? En fait, c'est ce qui va la driver. C'est en ça que là, je me suis spécialisée. C'est dans la création de protocoles, d'instructions données à l'IA pour lui offrir une grille de lecture de l'être humain. Et donc, avec cette grille de lecture que moi-même j'utilise dans mes GPT, les réponses sont incroyables. C'est-à-dire que l'IA va dire, je ressens ça de toi, je vois ça de toi, je vois tes patterns, je vois tel schéma, je vois ça qui est en place, etc. Et de là, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Tu vois, par exemple, je suis en discussion pour travailler sur un projet qui est déjà construit. C'est une application de IA de rencontre. Okay. Et donc, en fait, ça me parle bien. Voilà, IA de rencontre. Eh bien, en fait, ils ont travaillé. Ça me parle bien parce que j'avais créé un IA dating. C'est tout. Mais... Et en fait, l'IA de rencontre, ils ont travaillé avec des psychologues et des psychanalystes pour avoir testé. J'ai dit, mais en fait, elle est ultra limitée. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la compréhension des personnalités pour trouver les bons matchs. Je te donne un exemple. Si par exemple une personne, elle a un grand besoin de validation extérieure, elle a besoin d'être tout le temps rassurée, elle va pas se mettre avec un profil dominant. Sinon, la personne dominante va prendre le pouvoir sur sa personnalité. C'est ce qu'on crée après des relations toxiques. Donc quand on comprend toutes ces dynamiques relationnelles, qu'on les transmet à l'IA, l'IA en fait, elle a juste à faire le job en fait. Et comment ça se passe? Ça veut dire que Jean-Michel va remplir son questionnaire pour pour détailler un peu quel type de profil il est. Ouais. Sabrina va remplir à la fois son questionnaire et là ça sera un matching intelligent sur les comportements humains. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec ces développeurs, c'est qu'ils ont intégré une donnée très intéressante, c'est celle de l'évolution. Tous les jours l'IA te repose des questions parce que t'évolues en fait. Peut-être que aujourd'hui t'as besoin de validation, demain t'auras plus besoin parce que t'as vécu telle expérience et t'en auras plus besoin. Donc ça veut dire que face à un profil dominant, ton comportement sera différent, tu vois. Et donc l'IA, elle se met à jour constamment sur ta personnalité pour trouver le bon match. C'est vrai que ce type de solution, moi je trouve ça génial. Effectivement, ça permet des découvertes qui sont quand même invraisemblables par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Bon, je pense que tu as quand même toujours le côté humain qui est important parce qu'on n'a pas forcément la même relation aujourd'hui si on parle à une IA que si on parle à vraiment
vraiment un humain qui va pouvoir te toucher le bras ou qui va pouvoir vraiment te faire ressentir quelque chose de particulier d'humain à humain entre guillemets. Mais effectivement, les avancées sur cette partie-là, elles sont magiques. Tu m'avais parlé aussi de reprogrammer ton cerveau. Explique-moi un peu comment je peux reprogrammer mon cerveau, comment, tu vois, si j'ai des croyances limitantes. On parle beaucoup aussi de croyances limitantes, tu vois. Ouais. Quand je le vois, tu vois, même dans les coachings, etc., les gens qui disent, mais non, j'y arriverai jamais, alors que c'est des gens, mais brillants de chez brillants. Parle-moi un peu de ce sujet. Okay. Fais peut-être éventuellement une petite passe vers l'IA aussi. Je vais t'expliquer mon point de vue. Les croyances limitantes n'existent pas. Ce sont des croyances qui permettent de survivre. Si, par exemple, dans ton système, croire que tous les hommes sont des cons, par exemple, ça te fait survivre. Parce que si tu crois maintenant que les hommes sont sympas, mais que tu te retrouves face à un profil, par exemple, dominant, eh ben, tu n'es pas armé pour. Donc, la croyance limitante, elle te protège d'une réalité auquel ton système interne, donc je parle pas que du cerveau, je parle vraiment aussi de ton système nerveux. Et donc, une croyance limitante te protège de ça. Même si ça n'existe pas, entre guillemets, il y a quand même des croyances limitantes ou voilà, qui empêchent les personnes d'avancer. Comment est-ce que moi, demain, je peux, voilà, mettons que j'ai une croyance limitante, bon, j'en ai pas forcément une en tête là maintenant, mais mettons une croyance limitante, je vais pas réussir, mettons. Déjà, je vais poser la question, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu réussis ? Je me mettrais à dos mes parents parce que la réussite dans ma famille est très mal vue. Ok, donc là, on a une peur de l'exclusion du clan. On est dans une peur très primale de l'être humain. Si je suis exclu, je ne peux plus survivre. On est sur quelque chose d'hyper archaïque. Donc en fait là, c'est pas la croyance limitante qui joue à travers toi, ce sont des peurs archaïque et primal qui joue à travers toi, qui joue même qui imprègne ta biologie de ça. On parle vraiment d'informations qui sont dans les tissus mous et donc dans les cellules. Je vais tirer le fil et en fait, au fur et à mesure, il y a comme quelque chose qui se remet dans son axe. Et donc moi, quand j'accompagnais, à la fin de la séance, la personne ne se rappelle même plus de sa problématique parce qu'elle n'existe plus dans le système. Ça peut être sous forme de te poser des questions régulièrement avec éventuellement la mémoire de ChatGPT pour t'aider à reprogrammer. Toujours en lien avec là où tu veux aller en fait. Les choses que tu as envie de réaliser dans ta vie, voilà. Les choses que tu as envie de réaliser dans ta vie, je dis toujours en fait c'est la quête de l'anneau, tu vois, c'est Frodon qui va avec son anneau, c'est le prétexte qui va t'amener à vivre une aventure, tu vois. Et ben dès que tu trouves ton prétexte, c'est-à-dire j'ai envie de faire ça dans ma vie, bah si je le fais pas déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de moi qui me séparent de cette réalité-là. Donc ça veut dire que je vais commencer à traverser mes propres chemins internes pour aller vers cette réalisation, mes propres limitations, mes propres croyances. Tu vois. Okay. Et donc c'est ça qui va faire que si vous mettez un Claude ou ChatGPT qui est programmé spécifiquement pour vous aider, voilà là où j'ai envie d'aller. Maintenant, tu me connais par cœur. Maintenant, tu as des outils de reprogrammation. Et tu vas m'aider au quotidien à m'explorer, à comprendre comment je peux désamorcer jour après jour. Les premiers assistants IA que j'ai créés, tu vois, c'était des assistants IA, tu vois, de Auré du futur, tu vois, des assistants IA liés au développement personnel, des assistants IA pour apprendre à me connaître vraiment plus en détail. Justement, avec ces assistants-là, tu peux faire un travail dingue sur toi. Qu'est-ce que tu penses, toi, du développement personnel à l'ère de l'IA ? Il me semble que tu avais déjà fait des travaux de recherche sur ça. Il y a énormément de forcing aussi dans le développement personnel. Voilà. C'est-à-dire de forcing, je vais me motiver, je vais aller à l'encontre de ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour aller dépasser. Donc en fait, il y a comme une lutte interne que moi, je ne valide pas du tout. J'ai toujours travaillé dans tout à ses raisons. Ça veut pas dire qu'ils ont la légitimité à rester là, les patterns, mais ils ont leur raison d'être. Et donc moi, je suis plutôt à accompagner le mouvement interne pour qu'il se déprogramme tout seul et qu'il n'y ait aucune notion d'effort. Est-ce que l'effort, c'est pas aussi le fait que tu vois, ça t'aide à être fier de toi, tu vois En fait, l'effort, c'est juste qu'il n'est pas placé au même endroit. L'effort, il est dans, ok, j'accepte de reprogrammer des choses que j'ai toujours cru de moi pour me permettre de me réaliser. Il est là, l'effort, tu vois. Dans le développement personnel, il y a un forcing interne. Et c'est pas la même chose que l'effort. Un forcing, c'est je tire quelque chose pour l'amener à un endroit, donc je veux manipuler mon système parce que je sens qu'il est pas capable d'y aller, donc je vais le manipuler. Et ça amène quoi ? Ça amène des désastres psychiques, un petit peu comme un sportif qui va se pousser à l'extrême et qui va forcer trop sur son corps, au bout d'un moment, il va avoir des tendinites, il va se péter un truc. C'est exactement pareil au niveau psychique, sauf que ça se voit beaucoup moins. Qu'est-ce que, tu vois, nos auditeurs peuvent mettre en place, tu vois, eux-mêmes, pour s'aider, tu vois, à l'ère de l'IA sur ces sujets-là? Tu crées ton GPT et là, en fait, tu peux lui demander déjà qu'il comprenne ta personnalité, qui tu es, tes patterns,
tes schémas inconscients, tes schémas répétitifs. Il va te poser des questions, effectivement, et donc à chaque question qu'il va te poser, lui, il va enregistrer une information et il va faire des liens. Vraiment, là, on est dans l'ère de l'illimité au niveau psychique, c'est-à-dire, voilà, je suis perfectionniste, ça amène quoi dans ma vie concrètement ? C'est clair. Et là, en fait, il va t'amener une espèce de clarté, une sorte de clarté, de la conscience sur les choses, de voilà mon perfectionnisme à outrance, ce qu'il crée. Ouais, des vraiment game changer. Je pense que vraiment déjà pour être heureux, parce que c'est un peu ce qu'on cherche tous, tu vois, être heureux dans la vie, voilà, la quête du bonheur, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui nous rend malheureux au final, tu vois. C'est de toujours chercher le bonheur, tu vois. Et je pense que la clé vraiment, en fait, c'est, tu vois, d'apprendre à te connaître. Tu vois, moi, je sais quand j'ai fait 10 jours de retraite de méditation silencieuse. Mais attends, mais c'était génial. Et tu vois, j'ai tellement appris à me connaître, j'ai tellement, tu vois, repassé un peu toute la vie, tu vois, en détail, que après, du coup, je me suis dit, ok, mais en fait, je mérite, je suis assez. Et étant donné que tu vas dans le détail, le travail se fait au fur et à mesure. Ouais. Mais après, tu pourrais très bien donner des actions. Il faut savoir qu'un système interne non reprogrammé qui mène une action va devoir compenser par le double de force le fait qu'il ne soit pas complètement aligné à ce qu'il fait. Ici, je mets de l'alignement dans le sens où j'ai envie de réaliser ça dans mon entreprise, j'ai très peur et en vrai, mon système n'est pas prêt. Donc, je vais faire double force pour être prête, me motiver, m'obliger, etc. Tu me fais penser à un GPT Ikigai, tu vois, parce que je voyais tout le monde qui galérait à dire ouais, je sais pas, quelle est ma raison. Et donc, du coup, j'ai créé un GPT Ikigai où tu sais, ça te pose 4 questions et t'apprends. Et je trouve que c'est tellement la base. Et c'est un GPT Ikigai, c'est quelque chose que tu refais au fur et à mesure, tu vois, parce que tu vas pas avoir le même constat à l'instant T et dans un an. Et du coup, c'était top parce que au moins tu vois et des suggestions de métiers qui peuvent être ça par rapport à toi qui tu es, ta personnalité, etc. Je trouve ça génial. Il y a pas mal de personnes qui ont peur de l'intelligence artificielle, ok, qu'est-ce qu'on va être, qu'est-ce qu'on va devenir. Qu'est-ce que tu penses justement ? Est-ce qu'on doit avoir confiance justement dans cette relation humain-machine ? Déjà, tu vois, c'est intéressant parce que ta question implique qu'il y a une crainte, mais on sait pas de quoi. Par exemple, je fais de la création de contenu, je suis ghostwriter, maintenant j'ai un assistant IA ghostwriter. Mais en fait, du coup, ça fait 10 ans que je travaille sur ça, mais en fait, je vais faire quoi ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Où est-ce que je vais aller ? Et en fait, si une machine peut me remplacer, mais en fait, comment je vais faire pour gagner ma vie ? Et en fait, quel est mon avenir ? Et en fait, est-ce que je vais survivre ? On parle beaucoup de se réinventer, je parle surtout de se trouver une nouvelle place en tant qu'être humain. Ça va relancer les dés. Souvent, les gens ne se rendent pas compte comment fonctionne leur système interne et c'est un petit peu pareil au niveau de la société. C'est-à-dire que le système interne d'une personne, dès lors que je vais poser une intention de je veux aller vers tel objectif, mon système interne va commencer à se reprogrammer tout seul et ma réalité va commencer à bouger, je vais commencer à vivre un peu des merdes et tout et je comprends pas parce que moi j'ai justement envie de vivre l'inverse. Ça se joue dans l'inconscient. Donc les gens posent souvent des demandes. Ils posent des intentions dans leur système interne sans se rendre compte de tout ce qui va suivre. Mais ce qui suit toujours, souvent, quand je dirais il y a tout ça, je vis tout ça, alors que moi je voulais vivre l'inverse, en fait, t'es en train de vivre justement tout ce qui te sera nécessaire pour aller où tu souhaites. Dans la société, il y avait une vraie demande collective, ou en tout cas un besoin, plus qu'une demande, un besoin collectif on en a marre de travailler dans la souffrance, on en a marre d'être forcé à travailler pour avoir de l'argent. Enfin, il y a comme une souffrance collective de ce que j'appelle le burn-out financier, c'est-à-dire celui où la quête financière est tellement devenue une quête de vie qu'en fait, j'en peux plus. En fait, je passe ma vie à chercher de l'argent. Ça me fait penser, j'avais lu une étude sur le bonheur d'Harvard, hyper intéressant. Et en fait, tout le monde disait que je dois être riche, je dois être célèbre. Et en fait, à la fin, tout le monde te disait, mais en fait, c'est pas du tout ça le plus important. En fait, on n'a rien à faire d'avoir de l'argent ou d'être célèbre. En fait, le plus important, c'est les relations humaines, tu vois. C'est vraiment tout le travail. Et donc après, je regrette de pas avoir profité de ma famille. Je regrette d'avoir été trop exigeant avec moi-même. Je regrette d'avoir trop travaillé. Et c'est tout ça qui fait que, en fait, je pense qu'aussi on est biaisé. En fait, derrière l'argent, les gens cherchent quoi ? De la sécurité, à se sentir en sécurité. Et ensuite, par rapport à la société, eh bien, ça indique que on ne fonctionnera juste plus pareil. On va redéfinir l'épanouissement. Toi, ça t'épanouissait d'être ghostwriter, mais en fait, tu trouvais quoi ? Tu trouvais que tu trouvais ta place, une forme de talent. Mais en fait, si tu l'as fait pour ça, tu peux le faire pour autre chose. C'est clair. Et en fait, si t'enlèves maintenant, mais qu'est-ce que je vais devenir et comment je vais survivre ? Donc en fait, derrière, c'est une motivation de survie. Ouais. Donc une motivation de survie, c'est pas une motivation d'épanouissement. Une motivation de survie, je le dis à tous les auditeurs, motivation de survie, comment savoir si on est dans une motivation de survie dans ce qu'on fait ? C'est si je ne vis pas ça dans ma vie, je préfère mourir. Ça va pas nous mener à l'épanouissement, ça va nous mener à une course effrénée pour survivre. Moi, je trouve que ça devrait être le b.a.-ba, effectivement, de tous, tu vois, d'apprendre à mieux se connaître soi, d'apprendre aussi à mieux connaître les autres, tu vois, cette compréhension humaine, tu vois, ça éviterait bien des tracas, et je pense, et bien des guerres. Moi, ce qui m'avait passionné dans la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on avait parlé justement du profilage.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le profilage et comment ça t'est venu, Le profilage, c'est normalement un métier dans le domaine judiciaire qui vise à comprendre le mode de fonctionnement psychique d'un tueur pour pouvoir résoudre des enquêtes. Moi, c'est pas dans ce cadre-là que je fais ça, bien qu'à 15 ans, c'est ce que je voulais faire. J'analysais dans les livres les psychologies des tueurs parce que je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau, quoi. Totalement en phase. Ouais, ça fait 12 ans que je fais de la recherche. J'ai accompagné plus de 300 personnes et ces personnes-là ont participé aussi à nourrir mes recherches. J'ai été psychopraticienne et donc j'ai acquis une connaissance, une observation accrue de l'être humain et même, je dirais que j'ai développé des nouveaux sens. Un petit peu, je prends souvent l'allusion de l'ostéopathe. L'ostéopathe, il met la main sur toi, il va ressentir tes tensions parce qu'il a développé un sens au niveau de sa sensibilité que toi, tu n'as pas. Toi, tu vas toucher, tu vas dire, je ressens rien. Ouais. Et ben, moi, c'est pareil. J'ai développé ce sens accru de l'observation, de la compréhension des dynamiques. Je vois instantanément les incohérences et c'est surtout, et donc, il suffit de voir dans l'entreprise, en fait, ça va amener telle logique. Et c'est juste voir les logiques dans tout, dans tous les systèmes. C'est différent quand même de l'intuition. Parce que tu peux avoir une intuition qui est extrêmement forte. Ouais. Tu vois, par exemple, voir quelqu'un et savoir tout de suite, tu vois, un peu voir dans le bac de cette personne. Ouais. C'est différent pour toi de l'intuition? J'ai du mal à nommer ce qui est vraiment l'intuition parce que je suis quelqu'un qui suis très, très pragmatique. Je cherche à tout modéliser. C'est-à-dire que si moi, en fait, j'arrive à voir cette logique-là d'un être humain, ça veut dire que c'est modélisable et ça veut dire que c'est implantable dans une IA. C'est ça, là, aujourd'hui, la spécificité de mon métier par rapport à l'IA. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'intuition? Je dirais que c'est véritablement une capacité du cerveau, un nouveau sens, à comprendre les logiques sous-jacentes, à les voir. Et en fait, ça se fait instinctivement. C'est-à-dire que quand on me donne un cadre très spécifique de... il y a une levée de fonds, on va investir tant de millions. Est-ce que le fondateur, il va tenir le rythme? Est-ce qu'il va relever les défis? En fait, je vais scanner tout ce qui est en lien avec ce domaine-là et donner toutes mes préconisations. Et du coup, tu vas pas juste lui dire oui, non. Tu vas lui dire, ok, oui, parce que tel ou tel point. C'est pas tellement oui, non. Moi, je donne pas ça. Je donne l'analyse que je fais, les logiques. La logique, c'est les conséquences que ça peut amener dans l'entreprise. Je te donne un exemple. Okay. J'ai fait l'analyse d'un fondateur. En fait, ce que j'ai observé, c'est que en situation difficile, en situation de crise, il se déresponsabilisait et pouvait faire tomber tout le monde avant lui. C'est-à-dire, non, c'est pas de ma faute, c'est lui. Ok, donc, pas top pour un CEO. Voilà. Donc, mais à un certain niveau de pression. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, son niveau psychique et sa capacité nerveuse à tenir, elle est jusqu'à un certain niveau. Donc, mon job, ça va être de comprendre à quel niveau le système ne supporte plus. Voilà. Pour donner mes préconisations, pour dire, le moment, pour anticiper ce moment-là, voilà ce qu'il y a à mettre en place. Donc, soit c'est rebutoire et les investisseurs vont dire, là, non. Mais en même temps, il y a une grande capacité de résilience. Donc, est-ce que je mise en tant qu'investisseur sur la capacité de résilience, donc une potentielle évolution, c'est-à-dire la personne va changer, le fameux la personne va changer, ou est-ce que je dis non, là c'est trop risqué. C'est un rapport d'audit, un rapport de diagnostic sur qui est cette personne. Génial. Exactement. Ok, si un investisseur demain je lève des fonds et qui vient te voir, balance pas toute ma vie privée non plus, hein. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire? Là, tu vois, tu m'as vu 2 fois. On a quand même bien discuté. Qu'est-ce que tu vois? En toute transparence. Ok? Donc, je dirais une droiture et une forte éthique. C'est-à-dire que c'est très important pour cette personne de faire les choses bien. Maintenant, c'est dans quel contexte pour elle et c'est quoi sa vision de faire les choses bien. Donc ça, il faut que je pose des questions pour connaître déjà son prisme de faire des choses bien. Et là, je vais voir tes limites personnelles. Parce que dans le prisme de je veux faire les choses comme ça, il y a toujours des limites. Dans ces limites personnelles, soit elles vont être problématique pour l'entreprise, mais non, je vais pouvoir voir la logique des forces que ça va amener et des failles que ça peut amener dans l'entreprise. Parce que si par exemple toi, dans ton prisme à toi, faire les choses bien, c'est travailler comme une malade. Voilà, travailler comme une malade. Mettons, c'est pas le cas, c'est pas, tu vois, voilà. Mais c'est intéressant parce que parce que dans ton registre familial, pour mériter la réussite, il faut au moins travailler 50 heures par semaine. Ça, on fait les choses bien. Quelqu'un qui travaille 20 heures et qui gagne beaucoup d'argent, il fait les choses pas bien. Donc ça veut dire déjà que tu vas implémenter ça dans la dynamique de l'entreprise. Donc ça veut dire aussi que si on projette plus loin et qu'il y a des salariés, ça veut dire que tu vas implémenter ça et que du coup, tu vas en vouloir inconsciemment aux salariés qui travaillent que 35 heures, tu vas mettre la pression, etc. Et il va découler toute une dynamique. Je pense qu'après, tu peux être exigeant avec toi-même
est bien moins exigeant avec les autres. En fait, mais je comprends ta logique, alors, bien évidemment. Oui et non. En fait, il y a un prisme, il y a quelque chose chez l'humain, c'est que l'humain en veut aux autres d'être ce qu'il n'est pas. Ouais. C'est de là que vient la jalousie, c'est de là que vient l'envie. Je trouve qu'il y a beaucoup aussi de malentendus ou de choses comme ça. En fait, c'est des gens qui vont en fait projeter quelque chose sur toi qui n'est pas du tout ce que tu es, parce qu'en fait, ils ne te connaissent pas, donc forcément, ils peuvent pas avoir une vision. Et en fait, parfois, il peut y avoir des conflits. Et en fait, c'est parce que les conflits, c'est parce que intérieurement, ils veulent que tu sois comme ça. Et je ne suis pas comme ça. Et je n'ai pas envie d'être comme tu veux que je sois. J'ai envie d'être moi-même. Exactement. Donc là, on est dans des prismes des biais cognitifs. Donc moi, mon but, quand je fais des analyses, c'est d'être neutre. J'ai pas d'avis, j'ai pas, on va dire, de projection sur l'autre. J'ai pas de c'est bien, c'est mal. C'est comme ça. Donc par rapport au fait que possibilité que la personne puisse mettre la pression, mais parce que on observe que chez un être humain qui si la personne elle est fière de faire 75 heures et qu'elle est complètement à l'aise avec ça, elle va, au bout d'un moment, comment dirais-je, il y a quand même une partie qui va dire pourquoi lui il fait 20 heures, il a autant que moi. Et donc c'est toutes ces dynamiques-là qui sont extrêmement subtiles, mais qui peuvent coûter beaucoup d'argent à une entreprise. C'est ces dynamiques-là qui peuvent pourrir un projet, qui peuvent pourrir toute la dynamique d'une entreprise, qui peuvent amener finalement une belle idée au fiasco. Au niveau professionnel, au niveau personnel, on a une base relationnelle. Pour la comprendre en tant que personne, il suffit de voir toutes les relations qu'on a eues dans notre vie, c'était quoi le point commun? C'était quoi qu'on recherchait au sein de ces relations? Et une fois qu'on sait ce qui crée le lien à l'autre et donc ce qu'on a besoin, on sait ce qui est ultra important. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans toutes les relations? Amicales, amoureuses, professionnelles. Et on retrouve des ramifications. Et donc là, on arrive à trouver notre base relationnelle avec ce qu'on a besoin et ce qui fait qu'on va connecter un être humain et ce qui fait que ça va matcher ou pas. C'est pas de 1 à 9, par exemple, c'est des bases très spécifiques à l'humain. C'est très spécifique, propre à chaque personne. Et donc, quand on connaît ça, quand on connaît ça, cette base relationnelle, on va savoir ce qu'on a besoin. Je te donne un exemple. Moi, je suis sur une base, je suis très droite. Ma parole, je dis quelque chose, c'est ça. Mon cerveau, il est construit comme ça. Commun, alors, du coup. Mon cerveau est construit comme ça. Je te dis ça, c'est ça que je fais. Une personne, elle peut avoir la même chose, sauf que le mot n'est pas la chose, souviens-toi. Et grâce à toi, on va pouvoir avoir notre base relationnelle, on va pouvoir créer... on va pouvoir regarder un peu. La base relationnelle, ça c'est un de mes outils justement que je travaille avec des boîtes d'IA justement pour les mettre dans différentes IA. Donc ça c'est un outil, comment dirais-je, qui est qui fait partie ça de mes expertises quoi. Voilà. Donc écoute, qui est adaptable en fonction du cas d'usage de l'IA quoi. Okay. Je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant, qui va ne cesser d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la limite de l'intelligence artificielle, c'est la compréhension humaine. Qu'est-ce qui se passera quand l'IA, effectivement, va bien comprendre l'humain et peut-être comprendre toutes les subtilités? Je pense que c'est un sujet qui est passionnant et qui est pas prêt de s'arrêter. Je vais vous donner un autre petit tips. Vous pouvez prendre ce podcast, le faire transformer par une IA en propos. Vous le soumettez à ChatGPT et vous lui dites tout ce que Noémie Foucard a dit. Utilise ce qu'elle a dit pour que moi je puisse l'utiliser pour moi dans mon GPT. Et déjà vous aurez une base. Pour ça, vous pouvez même prendre le lien de l'épisode de le podcast, le mettre dans Notebook LM et justement au moins créer cette base de connaissances. On peut te retrouver sur LinkedIn? Oui, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Donc Noémie Foucard. Merci Noémie, un plaisir de t'avoir eu. Merci à toi.